merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Donc aujourd'hui, je vais parler de viande cultivée en me posant notamment une question qui est: pourquoi développer la viande cultivée? Avant peut-être de commencer à s'interroger là-dessus, il faudrait peut-être définir ce qu'est la viande cultivée. Donc une définition assez minimaliste de la viande cultivée, ce serait de dire que la viande cultivée désigne une viande directement produite par culture de cellules animales plutôt qu'en élevant et abattant des animaux. Donc qu'est-ce que ça implique concrètement? Comment on fait de la viande cultivée? Alors, il y a plusieurs manières, on va dire. La plus classique, pour ce qui est de la production de viande de mammifères, donc c'est de faire, une biopsie sur un animal, vivant, donc biopsie qui est, indolore ou presque pour l'animal. Ensuite, on va obtenir des cellules, typiquement des cellules de muscles qu'on va voir se faire multiplier entre elles via un milieu de culture. Ensuite, ces cellules, vont se s'agréger entre elles et éventuellement auprès d'un échafaudage qu'on aura mis en place et l'échafaudage qui peut être, soit en collagène, soit à partir de matières, un peu, à base de plantes. Donc voilà, ces cellules vont se multiplier, s'accumuler les unes aux autres et jusqu'à former, des fibres musculaires, des morceaux de viande qu'on pourra ensuite retravailler pour les faire ressembler aux produits qu'on connaît déjà. Pour, d'autres types de viande, c'est un peu différent. Par exemple, pour, produire de la viande de volaille, plutôt que de faire une biopsie sur un animal, on va plutôt prélever une cellule souche dans un œuf. Voilà, cellule souche qu'on fera ensuite se multiplier pour ensuite les différencier vers, l'organe ou le muscle qu'on veut. Mais globalement, c'est à peu près identique. Peut-être quelque chose qui est intéressant de préciser, c'est qu'on utilise globalement le même processus biologique de construction des tissus, qu'un animal. Enfin, en gros, on reproduit ce qui se passe dans le corps de l'animal, sauf qu'on le fait en dehors de l'animal et dans des conditions qui sont contrôlées. Donc avec ce procédé, on peut créer, plein de types différents de viande. Donc là, je vous ai mis quelques exemples par ordre chronologique. Donc le premier prototype en 2013, c'était du bœuf haché. Donc il y a un avantage évident en fait à faire du bœuf haché par rapport à, je sais pas, une pièce de bœuf, c'est que, bah, en termes de texture, un bœuf haché, c'est déjà, voilà, déstructuré, c'est facile à imiter. C'est pas comme s'il y avait une seule grosse pièce de viande. Et du coup, vous verrez d'ailleurs que beaucoup de boîtes de viande cultivée vont commencer par développer des produits carnés qui sont un peu déstructurés et pas des produits uniques comme, du blanc de poulet et ou, un steak. En tout cas, bah, aujourd'hui, il y a déjà, plusieurs entreprises qui ont, eu des preuves de concept pour produire des choses aussi variées que du bœuf haché, des boulettes de viande, des coquettes de poisson, des nuggets de poulet, des saucisses de porc, du saumon, des raviolis à la crevette, du steak, d'autres types de poissons, du foie gras. Il y a vraiment une des possibilités, quasi infinies et en fait, on pourrait très bien imaginer qu'avec la viande cultivée, on puisse faire par exemple, à peu près tous les animaux, qui existent sur terre, que ce soit même des animaux qu'on ne consomme pas aujourd'hui parce qu'ils sont pas issus d'élevage, c'est pas un problème, tant qu'on peut en prélever une cellule. Donc on pourrait faire comme ça, je sais pas, de la viande de zèbre ou d'éléphant, ça pourrait créer, une nouvelle demande et éventuellement, bah, permettre à la gastronomie de se renouveler avec, de nouveaux aliments. En tout cas, c'est en principe, c'est possible. À voir si après, c'est quelque chose qu'on veut faire. En tout cas, technologiquement, c'est faisable. Et voilà, peut-être aussi, 1er, chose sur laquelle j'aimerais revenir, avant de vraiment, m'attaquer à la problématique, c'est, bah, la viande cultivée, aujourd'hui, on la produit dans des laboratoires, parce qu'on est encore à la phase de recherche. Mais in fine, l'idée, c'est vraiment pas que ça reste cantonné à des laboratoires et en fait, cette viande, elle grandit, elle est, nourrie dans des ce qu'on appelle des bioréacteurs qui, en fait, ressemblent plus ou moins à des sortes de grosses cuves comme on pourrait avoir dans une brasserie. Faut s'imaginer un peu ce à quoi ressemblera la viande cultivée dans le futur. Plutôt que de s'imaginer des laboratoires géants, on pourrait plutôt s'imaginer des sortes de grandes brasseries avec, ouais, des grandes cuves un peu similaires à là, on fabrique de la bière, sauf que plutôt que de la bière, on ferait de la viande. Ouais, donc ça, c'est un peu une première overview de ce qu'est la viande cultivée. Maintenant, on pourrait se demander, pourquoi on veut remplacer la viande? Après tout, bah, il y a déjà plein de gens qui mangent de la viande aujourd'hui et qui ont l'air de plutôt bien se régaler. Pourquoi on irait s'embêter à produire de la viande d'une manière aussi complexe? À savoir, bah, il y a des cellules qu'on fait se multiplier et cetera, sachant que pour l'instant ça coûte encore très cher. Pourquoi on n'irait pas juste continuer à manger la viande des animaux, ce qu'on fait depuis, des milliers d'années, même des millions d'années, qui a jamais posé de problème auparavant apparemment? Voilà, pourquoi on s'embêterait à faire de la viande, cultivée? Peut-être qu'une première raison pour laquelle on voudrait construire de la viande cultivée, ce serait pour épargner les animaux qui sont aujourd'hui, bah, les premières victimes de notre consommation de viande. Pour donner quelques chiffres, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 80 milliards d'animaux terrestres
qui sont tués chaque année dans les abattoirs. Si on ajoute à ça les animaux marins, donc que ce soit les poissons ou les crustacés, on tombe plutôt vers plus de 1000 milliards. C'est assez vaste les estimations, elles vont entre 1000 milliards et 3000 milliards. Voilà, je garde de l'estimation basse parce que dans tous les cas, ça reste absolument colossal. Et surtout, en fait, 80 à 99% des animaux consommés, animaux terrestres, proviennent d'élevages industriels. Et tout ça, ça devient un peu embêtant parce qu'on a vraiment des preuves scientifiques qui s'accumulent et qui suggèrent qu'en fait, les animaux sont conscients, ont une forme de conscience analogue à celle des humains, sont capables de souffrir, de faire du plaisir, de ressentir des émotions, et qu'on a de très fortes raisons de penser, d'une part, que les conditions d'élevage dans lesquelles ils sont aujourd'hui élevés euh, leur créent beaucoup de souffrance, de détresse, qu'elle soit physique ou psychologique, et en plus que dans les abattoirs, c'est pas un abattage qui se fait rapidement et sans douleur, parce que comme c'est à la chaîne, on va souvent avoir des, des erreurs ou bien des animaux qui vont passer, qui vont pas être totalement étourdis, etc. Donc ça pose un vrai problème éthique à ce niveau-là. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on aimerait peut-être vouloir produire de la viande cultivée. Une deuxième raison, c'est la question de l'impact environnemental. Aujourd'hui, la viande, enfin l'élevage en général, produit 14,5% des émissions de gaz à effet de serre d'après la FAO. Sachant que certaines personnes ont tendance à penser que c'est sous-estimé, on reviendra un peu plus tard pourquoi. Et même sans la question des émissions de gaz à effet de serre, 70% des terres agricoles sont aujourd'hui dédiées à l'élevage, alors qu'elles ne fournissent que 37% des protéines et 18% de l'énergie consommée par les humains. Donc, ce que nous disent ces chiffres, c'est qu'en fait, produire de la viande, c'est quelque chose qui est assez inefficient, et que si on veut continuer à consommer autant de viande que maintenant, voire plus, avec une population grandissante, et notamment dans les pays en développement, des gens qui veulent davantage consommer de viande, c'est physiquement impossible, parce qu'on n'aura pas assez d'espace, à moins de déforester beaucoup plus, et même avec ça, c'est pas sûr. Surtout si on veut se diriger vers des élevages dits paysans ou extensifs, qui nécessitent encore plus d'espace, là, le problème se pose encore plus. En plus, tout cet espace qu'on utilise, ça crée ce qu'on appelle un coût de proximité carbone. C'est le fait de dire que toutes les terres qui sont utilisées pour produire de la viande ou des denrées alimentaires en général, c'est des terres qui ne sont pas utilisées pour la captation de carbone, soit via la reforestation, soit via des techniques de géo-ingénierie. L'élevage, c'est aussi le premier responsable de la chute de la biodiversité, notamment parce que quand on a besoin de plus d'espace, on va plus déforester et où on va s'approprier des espaces où vivaient auparavant les animaux sauvages qui n'ont plus la possibilité d'y vivre. Et la destruction des habitats, c'est la première cause de chute de la biodiversité, et l'élevage est la première cause de destruction des habitats. Et après, il y a aussi d'autres problèmes que je ne vais pas trop détailler, comme la gestion des déchets liés à l'élevage, que ce soit soit les excréments, soit les déchets qu'on ne consomme pas, par exemple les os ou certains organes, etc. Ça crée aussi des problèmes d'eau et d'eutrophisation. Si vous voulez que je détaille un peu tout ça, on pourra le faire en fin de présentation. En tout cas, pour l'instant, j'ai juste ça comme ça. Et enfin, il y a aussi un problème sanitaire. L'élevage augmente le risque pandémique de plusieurs manières, soit parce que il peut y avoir des virus qui sont transmis de l'animal à l'homme, j'y viendrai un peu après. Et aujourd'hui, on estime qu'environ 70% de la consommation d'antibiotiques dans le monde est destinée aux animaux d'élevage, ce qui crée un risque d'augmentation d'antibiorésistance qui peut être particulièrement dommageable quand aujourd'hui certaines estimations suggèrent qu'en 2050, il y aura 30 millions de morts de l'antibiorésistance. Pour revenir sur ce que je vous disais par rapport aux pandémies, donc en fait, certaines maladies infectieuses et qui affectent les animaux peuvent être transmises à l'homme, enfin à l'humain. En fait, quand je dis certaines, c'est même beaucoup de maladies. C'est que soit à peu près 60% des maladies dans le monde, 70% des nouveaux agents pathogènes détectés, et chaque année, ces maladies qui transmettent de l'animal à l'homme sont responsables de 2,5 milliards de cas de maladies. Donc parfois, c'est pas très grave, parfois, ça l'est beaucoup plus. Et pour donner quelques exemples de ces zoonoses, donc ces maladies qui transmettent des animaux à l'homme, on a dedans le VIH, la grippe aviaire, certaines, la grippe porcine comme en 2009, la maladie de la vache folle, et on pense également le coronavirus. Donc vous voyez, que ce soit le syndrome d'immunodépression ou le coronavirus, c'est des maladies qui ont fini par entraîner des pandémies avec les effets délétères que l'on connaît. Ok, mais une fois qu'on a dit ça,
notamment par rapport aux impacts environnementaux, on a 3 solutions. Soit on se dit: «Bon, bah, OK, c'est des problèmes liés à l'élevage, mais finalement, on peut pas faire, sans, ou bien c'est un moindre mal et on continue de manger de la viande, comme aujourd'hui». Soit on devient tous végétariens, véganes ou presque, c'est-à-dire, qu'on réduirait notre consommation de viande à, peut-être 10-15 de ce qu'elle est aujourd'hui. Soit on trouve une autre manière de produire de la viande. C'est un peu les 3 options qui s'ouvrent à nous. La première option, le business as usual, même si éthiquement elle ne posait pas de problème, elle serait juste intenable d'un point de vue environnemental. Et comme je l'ai dit, d'une part parce que, bah, on voit que si la consommation de viande continue à augmenter, et c'est le cas, notamment parce qu'elle est poussée par les pays en développement et par bien général l'augmentation de la population, on ne pourra pas continuer à manger autant de viande. Et si on le faisait, on aurait sans doute, une catastrophe environnementale, parce que ça causerait beaucoup de déforestation, parce qu'on émettrait beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, et cetera. Donc ouais, c'est si on veut, une option qui soit, viable sur le point de vue environnemental, continuer à consommer autant de viande ne l'est pas. Alors on se dit: «OK, bon, bah, c'est pas grave, on devient tous végétariens ou presque». Après tout, il y a déjà des gens qui sont végétariens aujourd'hui, ils ont l'air de bien s'en sortir, OK, en boîte, on leur le pas, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'options, végétariennes qui sont de plus en plus ressemblantes, à la vraie viande. On pense par exemple, au steak, Beyond Burger, à Impossible Food, ce genre de produits qui sont assez récents et qui vraiment arrivent très bien à imiter la viande. Le souci, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une réticence énorme d'une grande partie de la population à vouloir, se diriger vers le végétarisme et d'ailleurs, il y a même des études qui suggèrent que, malgré les impressions qu'on peut avoir, la proportion de végétariens dans la population générale n'a quasiment pas augmenté. Du coup, c'est peut-être assez peu probable qu'on arrive à convaincre tout le monde ou presque de devenir, végétarien ou quasi végétarien, à temps pour prévenir les impacts environnementaux désastreux. Du coup, la troisième solution qu'on a, c'est d'essayer de produire de la viande autrement. D'ailleurs, petite devinette, donc il y a cette citation que j'ai mise, donc que je vais vous lire. «Nous échapperons à l'absurdité de cultiver un poulet entier pour en manger la poitrine ou l'aile, en cultivant ces parties séparément dans un lieu approprié. Les nouveaux aliments seront dès le départ pratiquement indiscernables des produits naturels, et tout changement sera si progressif qu'il échappera à l'observation». Donc ça, c'est une citation de Churchill. Pourquoi je vous dis ça? Pas particulièrement parce que j'aime Churchill, mais surtout parce que ça montre qu'en fait, l'idée d'essayer de produire de la viande autrement, c'est une idée qui est assez ancienne, mine de rien, et qui a été, suggérée soit pour des raisons éthiques, soit pour des raisons, on voyait là, environnementales, pour éviter le gâchis. La question qu'on se pose, c'est, est-ce que la viande cultivée, ça peut être une solution? Est-ce que cette autre manière de produire de la viande pourrait être la viande cultivée? Et bah, vu ma présentation aujourd'hui, personnellement, je pense que oui. En termes d'éthique animale, pour produire de la viande cultivée, on a besoin de très peu d'animaux. En fait, à vrai dire, on a besoin de peut-être, seulement, 1/1000 des animaux, qui sont aujourd'hui utilisés, et en plus, on en a besoin pas pour, les élever entasser, et pour les tuer, mais juste pour prélever de temps en temps, soit une cellule, via biopsie, soit dans les œufs. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du sérum fœtal bovin, qui est utilisé dans les milieux de culture de la viande cultivée, ou qui l'était au départ, pour faire se multiplier les cellules. C'est notamment quelque chose qui va être avancé par les opposants de la viande cultivée, qui soit dans, actifs dans les milieux animalistes, soit juste, voilà, des gens qui veulent, mettre en avant le fait que ce serait absurde de devoir produire de la viande si à côté de ça on a besoin de sérum fœtal bovin. Donc sérum fœtal bovin, c'est, quelque chose qui est récupéré sur les fœtus, de des vaches, gestantes qui sont amenées à l'abattoir. Hem et donc en effet, si, on ne pouvait pas se passer de sérum fœtal bovin, ce serait une objection, assez forte par rapport à ce que permettrait la viande cultivée. La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'a priori, on sait très bien s'en passer. Il y a pas mal d'entreprises, et de startups dans le monde qui déclarent déjà se passer de sérum fœtal bovin pour produire la viande cultivée, et en fait, celles qui ne le font pas encore visent toutes à s'en passer le plus vite possible. Pas seulement parce que c'est un problème éthique, mais aussi parce que, bah, ça coûte extrêmement cher et ça a quelques désavantages sur le plan technique. Donc, de base, on a toutes les raisons de vouloir s'en débarrasser. Donc, si on prend en compte le fait qu'on n'a pas besoin de tuer des animaux, on a besoin juste d'une biopsie de l'or ou d'un œuf pour avoir les cellules nécessaires, le matériel cellulaire initial pour démarrer notre culture
de cellules éprouillées de la viande et le fait qu'on n'ait pas besoin de cérum fétal bovin, bah, potentiellement, on pourrait sauver des milliards d'animaux par an. Donc j'ai mis sauver entre parenthèses, parce que c'est pas des animaux qu'on va libérer, c'est juste des animaux qu'on ne va pas faire naître dans des conditions d'élevage horribles pour ensuite les buter. Donc, a priori, sur le plan de l'éthique animale, la viande cultivée semble répondre à ses promesses. Quid du risque sanitaire? Donc, comme j'ai évoqué au départ, la viande cultivée, c'est dans un milieu contrôlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas normalement de contamination externe, et ça a le gros avantage de permettre à ce qu'il n'y ait pas besoin d'antibiotiques pour produire de la viande cultivée. Donc, pas d'antibiotiques, a priori pas d'antibiorésistance. Et en fait, même si on utilisait les antibiotiques pour produire de la viande cultivée, probablement qu'ils augmenteraient bien moins l'antibiorésistance parce qu'il n'y aurait pas de dissémination des résidus antibiotiques via les excréments des animaux qui sont ensuite utilisés pour produire les fruits et légumes, etc. Ensuite, quelque chose d'assez simple, c'est pas d'élevage, pas de zoonose pour ce qui est des animaux d'élevage. Donc voilà, si on n'élève pas d'animaux dans des grandes quantités, on n'aura pas de grippe aviaire, on n'aura pas de grippe porcine, pas de maladie d'élevage folle, etc. Donc ça, c'est vraiment assez facile à comprendre, je pense, donc je ne vais pas m'y attarder. Après, peut-être les choses auxquelles il faut qu'on fasse attention, c'est d'une part, bon, bah, dans la viande, le reste de la viande, avec les risques que l'on connaît, typiquement risque accru de cancer pour la viande rouge ou la charcuterie, donc ça restera à consommer avec modération. Mais en fait, on peut très bien imaginer que dans le futur, on puisse avoir des apports nutritifs sur mesure grâce à la viande cultivée qu'on saura ajuster, par exemple mettre plus ou moins de lipides ou tel nutriment qu'on mettrait en plus. C'est tout à fait possible d'imaginer ce type d'ingénierie-là et à ce moment-là, peut-être même qu'on pourrait manger de la viande à foison sans les impacts négatifs qu'on connaît aujourd'hui sur la santé. Ensuite, se pose la question de l'impact environnemental. Donc, je vais un peu le détailler parce que c'est un aspect qui est un peu plus complexe, je pense, et qui est moins évident que les autres sur les bénéfices environnementaux potentiels de la viande cultivée par rapport à la viande conventionnelle. Mais j'ai aussi écrit un article à ce sujet et je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Donc, voilà, si je résume très brièvement, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait de l'impact environnemental de la viande cultivée? On a quelques premières études qui sont très encourageantes sur le fait que la viande cultivée sera meilleure pour l'environnement que la viande conventionnelle, mais elles sont à prendre avec des pincettes parce qu'elles sont peu nombreuses, et en plus, elles ne se basent pas sur une production industrielle déjà existante. C'est plus des projections qui sont voilà, sérieuses et fouillées, mais qui restent des projections. Donc le fait que ce soit des projections et qu'on n'ait pas encore de données ancrées dans le monde réel sur une vraie production de viande cultivée, ça fait qu'il y a quelques incertitudes concernant certains avantages potentiels, mais à côté de ça, il y a d'autres avantages potentiels de la viande cultivée sur lesquels on a très peu de doutes qu'ils existeront. Donc la première étude qui a été menée sur la viande cultivée, c'est celle de Tomisto Texera de Matos, qui est vraiment très très positive, très optimiste peut-être, et qui dit, je cite, par rapport à la viande européenne produite de manière conventionnelle, la viande cultivée implique une utilisation d'énergie inférieure d'environ 7 à 45%, des émissions de gaz à effet de serre inférieures de 78 à 96%, une utilisation des sols inférieure de 99% et une utilisation d'eau inférieure de 82 à 96% sur le produit comparé. Malgré une grande incertitude, il est conclu que les impacts environnementaux globaux de la production de viande de culture sont sensiblement inférieurs à ceux de la viande produite de manière conventionnelle. Et je vous ai mis à côté le graphe qui suggère ça. Donc, première étude 2011, donc en fait avant même que le premier prototype de viande cultivée existe, voilà, on a cette étude qui était extrêmement optimiste. Mais il y a eu d'autres études ensuite. Par exemple, on a eu cette étude de Matic de 2015 qui trouve également des avantages positifs, notamment si on regarde du côté du land use, donc la quantité de terre nécessaire pour produire de la viande, où là c'est assez indiscutable apparemment que la viande cultivée nécessitait moins de terre que la viande conventionnelle, peu importe que ce soit par rapport au bœuf, au poulet ou au porc. Par contre, pour ce qui est du potentiel d'émissions de gaz à effet de serre, la viande cultivée sera très probablement bien meilleure que le bœuf, mais il est possible que ça produise plus de gaz à effet de serre que le poulet, qui est une viande moins émettrice de gaz à effet de serre que le bœuf aujourd'hui. Et pour ce qui est de la quantité d'énergie utilisée, là, pareil, possiblement que la viande cultivée va utiliser beaucoup d'énergie, peut-être même plus que la viande conventionnelle,
Disons que l'avantage de la viande cultivée par rapport aux viandes conventionnelles, c'est que la seule énergie dont on a besoin, c'est d'électricité. On n'a pas besoin d'énergie carbone a priori. Et donc, si on a une électricité qui est décarbonée, comme c'est le cas plus ou moins en France grâce au nucléaire, ou comme ça pourrait être le cas dans le futur grâce aux énergies renouvelables et ou au nucléaire, bah à ce moment-là, le potentiel d'émission de gaz à effet de serre de la viande cultivée sera extrêmement faible. Justement parce qu'on aura une énergie décarbonée. Et en fait, sur le plan des émissions directes, le caractère positif du point de vue environnemental de la viande cultivée est très lié à la source de notre électricité. Mais après, à côté de ça, que ce soit pour la quantité de terre utilisée ou pour le problème de l'eutrophisation, la viande cultivée semble être bien meilleure et on a peu de raisons de penser que on ait des mauvaises surprises a priori. Là où il y a beaucoup d'incertitudes sur le Global Warming Potential à gauche, il y a très peu d'incertitudes concernant la quantité de terre utilisée. Enfin, on a une autre étude qui est sortie en 2019 qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment parce qu'elle est interprétée comme la viande cultivée, encore pire pour la planète que la vraie. Et en fait, ce qui est étonnant avec cette formulation de cette étude, qui a vraiment été la manière majoritaire dont elle a été interprétée dans les médias, en tout cas francophones, dans le monde, je sais pas, c'est que bah, ça ne correspond pas trop à ce qu'on peut lire dans l'étude en fait. Ce que nous dit l'étude, c'est que si on regarde sur 1000 ans et qu'on considère que le mix électrique il reste le même qu'aujourd'hui, donc que notre électricité elle est aussi peu décarbonée dans 1000 ans qu'elle le sera aujourd'hui, alors en effet, la viande cultivée émettra plus d'émissions de gaz à effet de serre parce que elle émet du gaz carbonique, du CO2, qui reste plus longtemps dans l'atmosphère que le méthane, qui est le gaz à effet de serre qui est majoritairement produit par les animaux d'élevage, notamment les animaux qui ont plusieurs estomacs comme la vache. Et en fait, même si on prend en compte le fait qu'on ne va pas améliorer notre mix énergétique, on voit que sur tous les modèles qui ont été évalués par cette étude, donc culture A, B, C, D, la plupart des modèles restent meilleurs, même sur 1000 ans, en termes d'émissions de gaz à effet de serre que la viande conventionnelle. Et il y en a juste un qui, au bout de 200 ans, 400 ans, se mettrait à mettre plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, toujours je rappelle, avec le postulat qu'on ne change pas la manière dont on produit de l'électricité. Du coup, bon, cette étude, elle est intéressante dans le sens où elle permet vraiment de souligner le fait qu'il y a vraiment une causalité très forte entre le type d'électricité qu'on utilise, notamment comment elle est produite, et les émissions de gaz à effet de serre de la viande cultivée. Mais pour moi, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est pas du tout que la viande cultivée est moins bien pour l'environnement que la viande conventionnelle. Et pourtant, voilà, ça a vraiment été ce qui a été appris dans les médias, et ça me laisse assez perplexe personnellement. Mais en fait, peut-être que finalement, le vrai avantage de la viande cultivée, il n'est pas tant au niveau des émissions directes, donc ce qu'on évoquait juste avant, mais dans le fait qu'elle nécessite extrêmement peu d'espace. Donc ça revient à l'idée de coût d'opportunité carbone que j'évoquais tout à l'heure. Donc si je résume en 4 lignes, le coût d'opportunité carbone, ça permet de prendre en compte le coût pour le climat que représente une culture gourmande en surface, parce que ces surfaces auraient pu servir à stocker du carbone. Et du coup, en prenant en compte le coût d'opportunité carbone, euh, les auteurs d'une étude de 2018 que j'ai mis là ont analysé que le coût moyen des émissions de gaz à effet de serre des produits laitiers et de la viande bovine est 3 à 4 fois plus élevé que ne suggèrent les estimations de l'ONU et de la FAO actuellement. Donc voilà, ça implique que tout l'espace qui serait utilisé à la place de produire de la viande bovine ou du lait serait utilisé par exemple pour la captation de carbone avec des forêts. Mais en tout cas, ce que ça veut dire surtout, c'est que si on arrive à avoir une production de denrées alimentaires, que ce soit de la viande ou des végétaux, qui nécessitent très peu d'espace, ça a un énorme potentiel de captation de carbone et c'est pas du tout à négliger. Et en fait, même si la viande cultivée en émission directe émettait plus de gaz à effet de serre que les viandes conventionnelles, très probablement qu'elle serait malgré tout plus pertinente d'un point de vue environnemental grâce au coût d'opportunité carbone, grâce au fait qu'elle nécessite très peu d'espace et donc qu'on puisse procéder à de la captation de carbone. Du coup, bah, par rapport aux enjeux que j'évoquais plus haut et au problème de la viande, on a l'impression que la viande cultivée, elle répond plutôt bien à ces enjeux-là et ça pourrait être une bonne alternative. La question étant maintenant, bah, quels sont les défis qui restent à surmonter? Donc j'en ai évoqué 5 et je pense que ça fait vraiment le tour de ces défis.
Donc à la mise à l'échelle, le coût, le produit, la régulation, l'acceptation, je vais venir plus en détail sur ce que j'entends par là. Donc la mise à l'échelle, en fait, c'est le fait simplement de passer d'une phase de recherche, donc du laboratoire, à une phase de production de masse industrielle. Ça pose des soucis parce que ça impliquerait d'une part de parvenir à augmenter la densité cellulaire lors de la production de biomasse, mais aussi de développer des bioréacteurs de culture cellulaire à grande échelle pour la différenciation cellulaire, ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, les bioréacteurs, ils sont uniquement utilisés dans le milieu médical et il y a des besoins en production qui sont bien moins élevés que si on passait au milieu alimentaire et ça implique vraiment une augmentation technologique conséquente. Malgré tout, il y a déjà quelques usines pilotes de biens cultivés qui sont en cours de construction, notamment du côté de Memphis Smith, qui a levé en début 2020 161 millions de dollars pour construire sa première usine pilote, et idem pour Mozambique qui a récemment levé pareil des dizaines de millions pour construire sa première usine pilote. Donc a priori, on a des bonnes avancées à ce niveau-là. Le deuxième défi, c'est celui du coût. Aujourd'hui, en fait, la grande majorité du coût de la production du riz cultivé, il se trouve dans le milieu de culture et principalement dans les facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, ça va être le sérum fétal bovin ou les alternatives qu'on lui a trouvées. Donc, première chose, il faut qu'on arrive à produire une agriculture qui soit moins chère. Et ça passe par plusieurs manières. Donc, d'une part, réussir à habituer les cellules à une agriculture qui soit moins onéreux. Pourquoi pas aussi recycler ce milieu de culture. Et ça peut pas être des défis impressionnants, mais en fait, entre le premier steak cellulaire de viande cultivée qui coûtait 250 000 euros à faire un steak, et aujourd'hui, la viande cultivée qu'on produit pour seulement quelques centaines d'euros, voire quelques dizaines d'après certaines entreprises, on s'aperçoit qu'en 7 ans, il y a eu des avancées colossales, et il y a des raisons d'être optimiste sur le fait que d'ici 5-10 ans, on arrivera à avoir un coût qui soit équivalent à celui de la viande qui est vendue aujourd'hui dans les supermarchés, voire peut-être moins cher dans l'avenir. Ensuite, il y a la question du produit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On sait très bien produire de la viande cultivée pour des produits qui ont peu de texture, typiquement des nuggets, du steak haché. Après, ce qui est plus dur, c'est d'avoir une structure qui soit plus conséquente, plus épaisse, qui ne soit pas retravaillée déjà. Typiquement, du blanc de poulet et le Graal, c'est même la bavette de bœuf, les côtes de bœuf. Euh, Ça pose un souci, notamment parce que pour les pièces plus avancées, ça implique d'arriver à cultiver différents types de cellules sur un même échafaudage. La viande, c'est pas uniquement des cellules de muscles, il y a aussi avec des vaisseaux sanguins, du gras, des nerfs. Et donc en fait, il faut réussir à reproduire cette diversité cellulaire qu'ont les produits un peu plus structurés comme le steak avec les viandes cultivées. Et c'est un vrai défi. Il y a des entreprises qui essaient de le faire, notamment pour la viande de bœuf Aleph Farms, avec des résultats assez impressionnants. Mais probablement, du coup, qu'on verra d'abord sur le marché apparaître des produits peu structurés, donc nuggets, bœuf haché, plutôt que des produits comme viande de poulet ou steak de bœuf. Donc, un autre défi, c'est sur la régulation. Donc, je ne vais pas trop m'y attarder. Donc, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis d'Amérique du Nord ou dans l'Union européenne, il y a déjà des procédures dont on sait qu'il faudra passer par elles pour mettre sur le marché la viande cultivée. Aux États-Unis, ça se fait en deux étapes, à la fois avec la Food and Drug Administration et ensuite avec la USDA qui est plutôt un truc agricole. Dans l'UE, on passera par la European Food Safety Authority via une procédure qui s'appelle la Novel Food Regulation. Et vous avez peut-être vu d'ailleurs qu'en Asie, très récemment, il y a Singapour qui a autorisé sur le marché la viande cultivée. Donc ça, c'est assez dingue. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussitôt. Et il y a trop de raisons de penser que le fait que Singapour l'ait autorisé, ça va accélérer la procédure de régulation de la viande cultivée et de possibilité de mettre sur le marché. À la fois parce que ça va créer des précédents et aussi parce qu'on pourra voir ce que ça donne à Singapour. Donc voilà, je suis assez optimiste sur le fait que ce soit un défi qui soit prochainement surmonté. Après, se pose aussi la question de savoir comment va être étiquetée la viande de culture, la viande cultivée. Est-ce qu'on pourrait l'appeler viande Est-ce que de la même manière qu'il y a eu un lobby
fort contre l'appellation de viande pour les produits d'origine végétale. Il y aura les mêmes lobbies qui vont essayer de faire en sorte qu'on ne puisse pas appeler viande de la viande cultivée. Il y aura un vrai défi là-dessus, qui aura une importance majeure, sans doute, sur ensuite l'acceptation par le consommateur, ce qui me fait une transition toute donnée pour parler d'acceptation. Donc, j'ai mis ici les résultats d'une étude en France et en Allemagne qui est sortie en 2020. Après, il y a des études similaires qui ont été menées dans différents pays avec des niveaux plus ou moins élevés d'acceptation. Donc, les gens qui sont prêts à consommer, qui sont en faveur de la viande cultivée, donc en France, ils sont 20%, en Allemagne 33%. Donc, c'est des chiffres qui peuvent sembler un peu bas, surtout par rapport à ceux qui sont en dessous. Mais en fait, ce que ne montre pas mon tableau-là, c'est qu'il y a une grande majorité de gens qui sont assez indécis et qui répondent peut-être à cette question. Et si on inclut les gens qui sont pour et les gens qui disent peut-être, on tombe à quasiment 55-60% des personnes en France et encore plus en Allemagne qui sont peut-être ou en faveur de la viande cultivée. Donc, si on regarde ceux qui sont prêts à en acheter, c'est 44% des Français et 58% des Allemands. Donc 44%, ça reste quand même assez impressionnant, je trouve, pour un produit qui est aussi récent. Et voilà, les Allemands sont encore plus enthousiastes que nous, et dans d'autres pays encore, il y a encore plus d'enthousiasme à ce niveau-là. Et peut-être finalement, le chiffre le plus intéressant à regarder, c'est les gens qui sont prêts à remplacer leur consommation de viande conventionnelle par de la viande cultivée. Et à ce niveau-là, on est à 53% des Allemands, plus de la moitié déjà, et 34%, en gros, un tiers des Français. Voilà, ces chiffres, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je trouve personnellement assez encourageant. Et en fait, je trouve d'autant plus encourageant qu'on s'aperçoit dans les études que les facteurs les plus prédictifs de l'acceptation de la viande cultivée, ça va être, enfin, le plus prédictif, ce sera la familiarité avec la viande cultivée, le fait d'avoir déjà entendu parler de viande cultivée. Et les autres facteurs prédictifs, ça va être le fait d'être plutôt jeune, le fait d'être un homme, d'avoir fait des études longues, d'être un mangeur de viande. Et quand on a expliqué un peu les bénéfices de la viande cultivée, on s'aperçoit qu'il y a une très forte augmentation de son acceptation et de gens qui sont prêts à en acheter ou en faveur de la viande cultivée. Donc, sachant qu'on obtient déjà ces chiffres-là, alors que c'est un produit qui est relativement nouveau, sur lequel on a peu communiqué les bénéfices, je me laisse assez optimiste sur le fait que d'ici 5-10 ans, ce soit beaucoup mieux accepté. Et du coup, je vous propose ici un peu une feuille de route de comment la viande cultivée pourrait se démocratiser. Donc voilà, ça n'a rien de très sérieux, hein, c'est comment moi je le projette par rapport aux avancées qu'on observe. Euh, donc d'ici 2023, je pense qu'on aura quelques restaurants haut de gamme qui proposeront de la viande cultivée avec des produits déstructurés, typiquement des nuggets du bœuf haché. Et en fait, j'ai mis 2023, mais avec Singapour qui a autorisé ce marché à la viande cultivée là récemment, c'est même très probable que ce soit dès 2021 à Singapour qu'on ait ces produits-là. Voilà, des produits très coûteux, déstructurés, mais de la viande cultivée. Un peu après, sans doute que ce qu'on verra, donc, c'est apparaître dans de la vente au détail ou des commerces un peu haut de gamme, typiquement la grande épicerie de Paris ou ce genre de choses. On observera sans doute de la viande, donc pareil, déstructurée, nuggets, poulet, un peu moins cher qu'elle ne l'était auparavant dans les restaurants. Et dans les restaurants, on verra apparaître de la viande cultivée plus structurée et pareil très cher. Donc en 2030, les prix diminuent à la fois dans la grande distribution et dans les commerces haut de gamme. Et l'idée, c'est peut-être que d'ici 2035, on aurait voilà, un mass market de viande cultivée à prix compétitif. En tout cas, moi, vraiment, la manière dont je m'imagine la diffusion et la distribution des viandes cultivées, c'est qu'elle a d'abord commencé par être dans des endroits un peu haut de gamme, chers, avec des produits qui ont une texture peu difficile à reproduire, et qu'au fur et à mesure, on va réussir à baisser les coûts à ce niveau-là, qu'ensuite on verra apparaître les produits avec une structure plus aboutie, et enfin, on aura, on l'espère, un prix équivalent à la viande conventionnelle. Voilà, donc du coup, pour répondre à la question de base qui était pourquoi développer la viande cultivée? Parce que, a priori, elle permettrait de résoudre pas mal des problèmes liés à l'élevage aujourd'hui, et que le fait que ça vienne sur le marché, que ce soit une vraie alternative, et quelque chose de tout à fait crédible, c'est pas seulement une sorte de vœu pieux ou de science-fiction, comme d'ailleurs nous l'a un peu rappelé la mise sur le marché de Singapour
et quelques jours. C'est un vrai projet concret qui peut permettre de résoudre les problèmes environnementaux, sanitaires et éthiques à court terme liés à l'élevage. Voilà, voilà, merci pour votre attention et je vais prendre vos questions.